Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, les obsèques d'Antoine Pinet, une cérémonie très simple ce matin dans la Loire, à laquelle assistaient de nombreuses personnalités politiques. La campagne pour la présidentielle, à droite un Jacques Chirac offensif, à gauche Michel Rocard, sévère pour le Parti socialiste. En sport, la victoire de l'équipe de France de rugby contre le Canada, le succès de Surya Bonali au championnat de France de patinage artistique, et puis l'inquiétude dans les stations de sport d'hiver où la neige manque. Ces périodes de fin d'année sont propices aux appels à la générosité et à la solidarité. À Nancy, loin des grandes déclarations d'intention, on a voulu en faire une fête où se côtoient sans préjugés ceux qui ont eu de la chance et ceux qui n'en ont pas. Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. Il y a des jours comme ça où l'on se dit que vivre, ce n'est pas si mal. Surtout que parfois, les plaisirs et les jolies filles sont les derniers souvenirs du temps où la vie était plus belle. Surtout que parfois, les cravates et les chapeaux noirs ont le parfum des dimanches de l'enfance. Voilà donc l'histoire d'un voyage, ou plutôt d'une rencontre entre ceux qui rêvent à des lendemains plus paisibles et ceux qui les espèrent toujours plus opulents. Pour moi, la nuit de la solidarité, c'est un certain nombre d'images. C'est par exemple une inspectrice principale de la DAS en train de danser le tango avec un tout petit RMiste. Il y a des tas de choses comme ça. Et puis sur le plan symbolique, je crois que c'est très important et que toutes ces couches de la population se rencontrent, se croisent ce soir. Il y a des jours comme ça où l'on se dit qu'être timide, c'est être bête. Je ne sais rien des plaisirs de la vie. Alors tant pis pour les regards et les sarcasmes, juste le temps d'une chanson, juste l'espace d'un bonheur, qu'on appelle ici un petit endroit frais. Mais Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais l'endroit frais, c'est quoi alors? Oh, t'énerve pas, tu vas le perdre. Merci. Pour chaque personne. Ils m'ont chagriné un peu. On les voit dans la rue, et on est toujours pressé, on passe à côté. Enfin, moi personnellement, je parle quasiment jamais avec. Et oui, il y a des nuits comme ça où les mots sont faciles, surtout que parfois ce n'est même pas la peine de parler, il suffit juste de donner un peu de grâce et de sourire à ceux qui nous font trop souvent l'aumône d'un peu de tendresse. Les obsèques d'Antoine Pinet à Saint-Chamond ce matin, cette ville de Loire dont il a été le maire pendant 50 ans, une cérémonie empreinte, comme il l'avait souhaité, d'une grande sobriété. Jeff Wittenberg et Emmanuel Beck. Il aimait que l'on parle de lui comme d'un homme simple. Simplicité, dépouillement, c'est à cette image qu'ont été célébrées ce matin les funérailles d'Antoine Pinet. D'abord, le souvenir d'un maire, 50 années durant, pour la foule de Saint-Chamonnais massée devant la petite chapelle. Ensuite, le souvenir du patriarche centenaire pour la famille, arrivée la première ce matin. Enfin, le souvenir de l'homme d'État pour les personnalités nombreuses, Edmond Alfondéry, Charles Millon, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, songeant peut-être à ses premières armes en politique aux côtés de Pinet, Édouard Balladur. Tous, au moins une fois, étaient venus consulter l'oracle de Saint-Chamond. Tous revendiquent un peu son héritage. C'était le grand chef, en somme, là. Oui. Et dominé par-dessus tout le monde, lui. Je pense qu'ils peuvent prendre exemple sur lui pour l'avenir. Je trouve que l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui montre un petit peu l'unité de la population autour de lui, toute image confondue, surtout à l'époque actuelle, préélectorale. Inhumé dans la stricte intimité familiale, Antoine Pinet était une figure à part de la vie politique française. Pour ses obsèques, c'est aussi une image à part qui s'est inscrite aujourd'hui, une parenthèse. L'ancien président du Conseil, au nom duquel se sont attachés tant de symboles, aurait sûrement apprécié celui-là, la photo de famille de la majorité, prise ce matin à Saint-Chamond. Jacques Chirac a mis à profit une visite de 48 heures et un meeting public pour lancer dans la région lyonnaise sa grande offensive d'hiver. Sa cible, Édouard Balladur, son créneau, l'électorat populaire. Véronique Saint-Olive et Philippe Turpot.
Les banlieues et leur cortège de malheur, c'est par là que Jacques Chirac veut commencer. Alors ce matin, à Villeurbanne, le candidat à l'Élysée a proposé, dans la perspective de la Coupe du Monde de foot en 98, de créer 50 000 emplois solidarité qui seraient réservés aux jeunes des quartiers difficiles. Et puis Mathéo a posé ses questions. Vous êtes bien le maire de Paris? Oui. Ça fait quoi d'être le maire? Ça fait des quantités de difficultés et de problèmes. Non. Non. D'habitude, les maires, ils sont un peu riches. Hein. Pas tellement, je vais dire pas tellement. Et justement, hier soir, pour son premier grand meeting à Lyon, Jacques Chirac dénonçait avec les accents d'un gaullisme social le règne de l'argent facile, la dictature des technocrates, l'affaiblissement de la volonté politique. Et c'est pourquoi je propose aujourd'hui aux Français un changement qui soit à la fois profond, équitable, concerté et rapide. Je ne me résigne pas aux choix étriqués que cherchent à nous imposer les techniciens. Autant de pierres dans le jardin d'Édouard Balladur, et Philippe Séguin ajoutait la sienne. Je soutiens Jacques Chirac parce qu'il ne confond pas le consensus et le rassemblement, parce que l'ampleur de la tâche à accomplir ne le conduit pas, comme d'autres, à la résignation et au renoncement. Le débat présidentiel est donc lancé. Jacques Chirac affirme sa priorité, le social. Son style, le direct, sans plus attendre Édouard Balladur. Et dans un entretien demain au Journal du Dimanche, Jacques Chirac réaffirme sa détermination à aller jusqu'au bout de la campagne présidentielle et il pense que la gauche sera présente au second tour. Le Journal du Dimanche qui publiera demain un sondage dans lequel Édouard Balladur perd 2 points avec 51% d'opinion favorable, baisse également d'1 point pour François Mitterrand, 48% de bonnes opinions. Le Parti socialiste jugé très sévèrement par un socialiste, c'est un champ de ruines, commentaire de Michel Rocard, devant rocardiens et deloristes réunis. Sans rien exclure, Michel Rocard voit plus loin désormais que la prochaine présidentielle. Roland Sicard. Bon, on y va. Cela aurait dû être une jolie réunion de famille. Les amis de Jacques Delors et ceux de Michel Rocard se tendant la main, avec comme perspective des lendemains qui chantent pour l'élection présidentielle. Mais entre-temps, Jacques Delors a renoncé, le rêve s'est brisé, les militants ont du mal à encaisser. Là, c'est le mot qu'on peut avoir à la bouche, c'est déception. Déception forte. Delors est un technocrate qui s'est lancé dans la politique et qui n'a pas assumé les contraintes de l'homme politique. Je crois que c'est dur pour tout le monde, mais en même temps, il me semble que ça peut constituer aussi un électrochoc. Et un électrochoc, c'est justement ce que voudrait provoquer Michel Rocard. L'ancien Premier ministre décrit le PS d'aujourd'hui comme un champ de ruines, prend sa part de responsabilité, mais quand il entend Jacques Delors dire qu'il n'y a plus de majorité à gauche possible, il n'est pas d'accord. Et il le dit, Rocard remonte au créneau. Je suis au contraire, moi, convaincu qu'il y a une majorité possible autour des idées qui nous réunissent. Cette majorité, elle est en quelque sorte en suspension dans l'air, éparse, mais prête à exister. Je suis certain, vraiment certain, que la gauche reviendra. Autrement dit, même si la défaite lui paraît pratiquement inéluctable pour la prochaine présidentielle, Michel Rocard croit à l'avenir et ne renonce pas, loin de là, à la politique. Pour lui, un retour de la gauche est possible, il veut en être l'un des principaux artisans, quitte à saisir sa chance si d'ici 1995, une opportunité se présentait. Plusieurs centaines de personnes venues d'Espagne et du sud de la France ont participé aujourd'hui et comme chaque année à Paris à une marche de soutien aux indépendantistes basques emprisonnés en région parisienne. Manifestation devant les prisons de Fresnes et de la Santé, puis rassemblement devant le centre Georges Pompidou et le palais de justice de Paris. À l'étranger, ça devient une habitude. Pour la 3e fois en 3 mois, les hommes chargés de la sécurité de la Maison-Blanche ont été pris en défaut. Des coups de feu ont été tirés la nuit dernière contre la résidence de Bill Clinton à Washington. Pas de blessés, mais pas d'interpellation non plus. Le tireur a pris la fuite. L'ancien président américain Jimmy Carter entame demain une visite en Croatie et en Bosnie, une mission de médiation à la demande des Serbes bosniaques. À Sarajevo, aujourd'hui, un tireur isolé a tué une jeune femme de 31 ans sur le tristement célèbre boulevard des Francs-Tireurs. Une fois de plus, l'accord conclu entre les Serbes et les musulmans n'a pas été respecté.
Dans les montagnes autour de Sarajevo, où l'on se prépare à un troisième Noël de guerre, l'armée bosniaque, après sa défaite dans l'enclave de Bihac, ne désarme pas, bien au contraire, comme en témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier et Philippe Deslandes. Il y a quelques semaines encore, ces collines, cette vallée, ces forêts étaient entre les mains des Serbes. Nous sommes sur le plateau de Nizici, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Sarajevo. Là, il y a un mois, pendant que les yeux du monde étaient tournés vers Bihac, forces serbes et armées bosniaques à majorité musulmane se sont battues pour le contrôle d'un axe routier, stratégique avant l'hiver. Les combats ont été terribles, d'une intensité qui a surpris même les observateurs militaires. L'armée bosniaque a gagné, elle a repris aux Serbes plus de 60 km² et elle s'est emparée de plusieurs tonnes de matériel et d'armements lourds. Quand on est entré dans le village, j'ai blessé un tchèque. Ça nous a permis de récupérer 3 mortiers, 3 lance-grenades et plein d'armes. Pour les observateurs attentifs, ce succès est normal depuis un an et malgré les revers de Bihac, l'armée bosniaque n'a pratiquement pas cessé de reprendre du terrain aux Serbes. Cette année a été positive pour nous. Nous avons empêché les Serbes de réaliser leurs rêves, atteindre la mer. Mais nous avons réussi à reprendre du terrain sur les monts de Trekavica, Bjelačinica, Majevica, dans les régions de Doboj et Telić. Avec les Croates, nous avons pris le plateau de Kupreš et nous avons consolidé nos positions partout ailleurs. Des résultats qui s'expliquent par la restructuration complète des forces bosniaques. Les bandes de partisans peu disciplinés du début de la guerre ont fait place à une vraie structure militaire. Les uniformes, les armes légères, les équipements sont arrivés en grand nombre et depuis quelques mois, les Bosniaques ont même des écoles et des centres d'entraînement où chaque jeune recrue passe 3 mois avant de partir au front. Alors que commence un troisième hiver de guerre en Bosnie, les Serbes ont toujours beaucoup plus de canons, de chars et de matériel lourd, mais l'armée de Sarajevo a de plus en plus d'hommes, de mieux en mieux équipés. Le déséquilibre entre les deux forces est aujourd'hui beaucoup moins important qu'au début de la guerre. Le temps joue incontestablement en faveur de l'armée bosniaque. Si la guerre continue, ils finiront par recevoir les armes lourdes qui leur font tant besoin et ils apprendront à bien s'en servir. Ils finiront aussi par acquérir les compétences militaires, les compétences tactiques qui leur manquent encore, la plupart des officiers de l'ancienne armée yougoslave se battant du côté des Serbes. Et sachez enfin qu'un avion de chasse français, un super-étendard qui avait décollé du porte-avions Foch, a été touché par un tir de batterie solaire au-dessus de la Bosnie cet après-midi. Mais son pilote n'a pas été blessé et l'avion a pu se poser sans dommage. Autre continent, autre conflit, la Croix-Rouge internationale vient de lancer un appel pressant aux gouvernements occidentaux pour qu'ils se souviennent du Rwanda. Dans les écoles, par exemple, où pour oublier leur misère, les enfants n'ont que leur enthousiasme et leur désir d'apprendre. Patricia Coste et Philippe Jasselin. À 60 par classe, avec ardeur, les petits Rwandais ont repris l'école primaire. Apprendre pour eux et pour leurs parents, c'est presque plus important que de se nourrir. Les trous faits par les obus dans les classes, la craie qu'on se partage, un quart des petits élèves devenus orphelins, ils n'en parlent pas. Ils réclament des ardoises, de quoi écrire dessus et des cahiers. La vie a repris ses droits. Pour ce pays majoritairement francophone, la France a été la première à envoyer de l'aide, mais symbolique, conditionnée à l'attitude du nouveau régime dont elle se méfie. Et le ministre de l'Enseignement demande davantage. Le gouvernement n'a rien contre le français et contre la France. Je crois que... Même les gens du FPR qui viennent d'Ouganda ou de Tanzanie, où la langue était l'anglais. Le gouvernement, ça fait, je crois, 23 personnes. Mais il n'y a que, je crois, 2 ou 3 personnes qui ne parlent pas français. Le reste, ils parlent français. Est-ce que tu trouves que c'est important d'apprendre le français? Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que si je suis grand, je ne sais pas de langue étrangère. Je ne sais pas là où... En Europe, il y a des guerres, des fois, je n'entends pas à la radio où ils parlent français, je n'entends pas. Si la maîtresse ne tient pas bien sur ses jambes, c'est qu'elle-même n'a pas le strict minimum. Vous n'avez pas été payé depuis... Depuis le mois de mars, depuis mars dernier. Est-ce qu'on peut dire que vous avez faim, vraiment? Si, mais si. Oui. En cette saison des pluies qui passent à travers les toits des écoles,
Les besoins, malgré l'aide humanitaire importante, restent toujours immenses. Mais les petits Rwandais n'attendent pas de miracle venu du ciel. Ils se sont remis au travail. Et toujours en Afrique, un Français qui travaille à l'AICF, une organisation humanitaire, a été enlevé ce matin en Somalie. Un jeune homme de 24 ans, Marc Rudy, pris en otage alors qu'il se rendait à l'aéroport de Mogadiscio, la capitale. Coup de chapeau à un confrère, Le Monde fête ses 50 ans, un numéro spécial avec à la une le projet de maquette du nouveau quotidien qui verra le jour le 9 janvier prochain. Et à l'intérieur, vous le voyez, 50 premières pages sur des événements qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont marqué l'actualité. À l'approche de Noël, la méfiance s'impose si vous êtes comme beaucoup de Français amateurs de saumon. Les prix ont baissé, mais la qualité aussi, à tel point qu'un label vient de faire son apparition. Luc Bazizin et Claude Barnier. Ce saumon frétillait encore dans les eaux norvégiennes il y a 3 jours. Le voici maintenant à Pontivy dans le Morbihan. Dans cette entreprise familiale, le saumon se respecte et se bichonne. En fait, il faut remplir un cahier des charges strict pour mériter le label rouge. 8 heures de salage au sel naturel de Guérande, alors que d'autres injectent de l'iode avec des seringues en 10 ou 20 secondes. 12 heures de fumage avec filtrage de la fumée et non des bains de carbone. Puis 48 heures de repos et surtout du fait main. Une garantie d'excellence au moment où le saumon s'est banalisé, souvent aux dépens de sa qualité. On a dégradé le produit, c'est un produit noble et on en a fait un produit de basse catégorie. Et maintenant, moi avec mon label rouge, j'espère pouvoir redonner la confiance aux consommateurs. Un consommateur qui pourtant ne trouve pas facilement ce label rouge. Sa mise sur le marché dénoncerait la baisse de qualité des autres saumons. Alors l'arrivée sur les rayons n'est pas facile. Ce qu'on nous impose actuellement, aussi bien au niveau central, national, régional ou magasin, c'est des droits d'entrée, ce qui c'est-à-dire qu'il faut rémunérer en fait l'entrée dans le magasin. C'est-à-dire, vous devez venir avec une enveloppe? C'est-à-dire, on doit venir avec une enveloppe pour pouvoir justement mettre les produits dans le magasin. Noël approche et il faut faire des cadeaux aux clients. Alors, pour la plupart des grandes surfaces, le premier argument c'est ça. Le prix. Ici, le saumon fumé label rouge n'existe donc pas. On n'a pas de saumon label rouge. Et pourquoi? Parce que nous avons le saumon Casino, marque distributeur, qui est notre label de référence. De 68 à 300 francs le kilo, la gamme de prix est large. Le choix de la qualité, lui, est plus obscur. C'est pas la qualité qui regarde, c'est la calculatrice. Il y a les grandes surfaces qui nous demandent toujours des prix et des prix. C'est ça qui est le plus triste à dire, c'est qu'on a un bon produit et malheureusement on a des difficultés pour le présenter aux consommateurs. La moitié des 50 tonnes de saumon produits annuellement chez les Lecomte sera vendue au moment des fêtes de Noël. En cette fin de semaine, tous les grands magasins ont été littéralement pris d'assaut par les parents mais aussi par les enfants. Il ne reste que quelques jours pour acheter vos cadeaux si ce n'est déjà fait. Affluence record comme ici cet après-midi à Paris. Et si vous manquez d'idées, coup de projecteur sur les CD-ROM, un cadeau à la mode dont on parle beaucoup sans savoir toujours à quoi il peut servir et surtout combien il peut coûter. L'enquête de Jean-Claude Alanic et Jean-Louis Melin. Si vous voulez jeter un coup d'œil dessus. Ça devait arriver, le Père Noël lui aussi s'est branché sur le multimédia. 1994 restera l'année du grand boom du CD-ROM, tandis que les jeux vidéo stagnent, la vente des CD-ROM a progressé de 40%. Alors, si vous ne voulez pas que vos enfants disent ceci de vous... Les parents ne comprennent rien. Ça passe complètement au-dessus de la tête. Mais non, mais autant vous y mettre tout de suite, car finalement, c'est assez simple. En boutique, ça se présente comme ça, une grande boîte, mais à l'intérieur de cette boîte, en fait, on retrouve une toute petite, qui est ni plus ni moins qu'une boîte de compact disque. Et à l'intérieur, un compact disque ROM, donc avec des informations qui sont du son, de l'image, de la vidéo animée. En fait, c'est le savoir multimédia à la portée de tout le monde. Tout ça se lisant, bien sûr, grâce à un micro-ordinateur équipé d'un lecteur de CD-ROM. Les meilleures ventes de CD-ROM se font sur les jeux, comme cette version de la Guerre des Étoiles, qui mélange images de synthèse et extraits du film, dont vous devenez le héros. Le CD-ROM sert aussi de support éducatif, pédagogique et culturel pour apprendre l'anglais, étudier et écouter la musique, tout savoir du corps humain ou encore visiter le Louvre dans son fauteuil. Le Louvre, c'est une réalisation française qui a beaucoup de succès en ce moment. La page de sommaire où on se promène soit dans les différents pavillons du Louvre, soit directement dans les collections de tableaux. On peut aller faire un tour chez Delacroix en sélectionnant le tableau de la liberté sur les barricades.
Commentaires sur la composition du tableau, zoom à volonté pour les détails, musique, texte, le CD-ROM sait tout faire. Celui-ci est vendu 400 francs, ce qui est à peu près dans la moyenne. L'ordinateur multimédia pour le lire est quant à lui encore cher, même si les prix sont à la baisse et sont en train de passer en dessous de la barre des 10 000 francs. Le CD-ROM va se démocratiser, c'est promis. D'ailleurs, c'est un signe. La toute dernière nouveauté est consacrée à la course à l'Élysée. Le CD-ROM est imbattable sur tous les présidents de la République. Mais pour trouver le nom du prochain président, ce sera à vous de jouer. À la montagne, c'est surtout l'inquiétude qui prévaut. À quelques jours des vacances, la neige fait défaut, mais le salut pourrait venir du ciel dans les jours qui viennent. Dans les Pyrénées, aucune station n'est ouverte. Contre mauvaise fortune, les montagnards ont bon cœur. Arnaud Boutet et Gilbert Ruzan. On ne peut guère monter plus haut. Indiscutablement, la neige fait cruellement défaut. Perché jusqu'à 2500 mètres d'altitude, Puyangali fait pourtant partie des valeurs sûres, mais depuis plusieurs semaines, il fait trop chaud. À l'heure actuelle, on se trouve à une altitude de 2000 mètres. La température, il fait actuellement 2 degrés. Et pour ce qui concerne le ski, c'est vrai que c'est une situation un peu délicate. 3 semaines de retard sur l'ouverture officielle, quelques touristes égarés dans une station fantôme, bain de soleil au programme, et c'est à peu près tout. C'est sûr que s'il y avait de la neige, j'en profiterais. Alors ça me manque quand même. Mais on a l'habitude ici. Pourquoi? Parce que c'est très rare la neige. 4000 lits inoccupés. Les journées sans neige pèsent de plus en plus lourd dans cette station qui réalise 20% de son chiffre d'affaires en décembre. À l'office du tourisme, toute la journée, le téléphone sonne. Les vacanciers annulent leurs réservations. Nous avons appelé les clients qui avaient réservé, donc une trentaine de clients, en leur précisant que la station ne pourrait pas assurer son ouverture et en leur proposant donc soit de leur rembourser l'hébergement et les remontées mécaniques s'ils les avaient achetés, soit de venir, sachant que la station n'était pas ouverte. Et effectivement, il n'y a que 5% des personnes qui ont maintenu leur séjour. Ailleurs, la situation reste la même. En moyenne et haute altitude, les 40 stations pyrénéennes ne pourront ouvrir avant plusieurs jours. Alors, sur les hauteurs de Puyangali, les canons tournent à plein régime. Objectif, constituer une première couche de neige, mais seules quelques pistes en bénéficieront. La météo annonce quelques flocons pour lundi soir avant l'arrivée d'une perturbation, peut-être de quoi ouvrir 30% du domaine. Mais ici, on reste confiant pour Noël. Depuis 30 ans, la neige a toujours été au rendez-vous. Le manque de neige n'a pas empêché le déroulement de la descente de Coupe du Monde à Val d'Isère, dominée par les skieurs autrichiens. Ils sont 4 aux 4 premières places. Victoire d'Armin Hassinger, le français Luc Alphand, brillant second de la descente hier, n'est que 7e. Et puis au championnat de France de patinage artistique à Bordeaux, cela devient une habitude. Victoire, comme chaque année, de Surya Bonelli. Voilà, nous restons dans l'actualité sportive, mais en changeant de registre. 15 bûcherons canadiens n'ont pas pesé très lourd à Besançon cet après-midi face aux 15 coqs gaulois. Victoire 28-9 pour l'équipe de France. François Brabant. La première revanche, elle est pour lui. Le dernier match contre le Canada, Philippe Sella l'avait encore en travers de la gorge. Expulsé pour rien, sorti à tort, il avait regardé ses camarades se faire battre à Ottawa. Cette fois, il a fini la partie, et bien fini. Dans les dernières secondes, c'est lui qui marque le dernier essai français. La deuxième revanche, elle est pour tout le 15 de France. Battu 18-16 par les Canadiens en juin dernier, il s'agissait de laver l'affront, chose faite grâce à Sella donc, mais aussi grâce à cet essai collectif, consécutif à une mêlée à 5 mètres, et où le pack français emmène Philippe Benetton derrière la ligne. Les Bleus marquent même un troisième essai, percé de Sella qui donne à Sadourny 3 essais à 0. Score final, 28-9 pour la France, qui n'a pas manqué son retour sur la scène internationale. Et dans ce monde de brut où l'on sait être viril tout en restant correct, saluons l'exploit d'une Française avec les mains, mais aussi avec les pieds. Virginie Ducrot vient de remporter les championnats du monde de boxe américaine, un sport viril mais correct. François Brabant, Maryse Richard. Le choix d'un sac pour une femme, c'est important.
Depuis 10 ans, le sac choisi par Virginie Ducrot est d'un genre un peu particulier. Un sac de sable, un punching ball, un sac d'homme, comme on lui disait au début. Ce genre de propos, aujourd'hui, on ne le lui tient plus beaucoup. Virginie Ducrot est championne du monde de boxe américaine, catégorie moins de 51 kilos. Et derrière elle, il y a de plus en plus de filles dans les salles qui viennent cogner. On a eu Bruce Lee, on a eu Chuck Norris, on a eu Van Damme, on a Stallone, on a eu Schwarzenegger, donc des phénomènes de mode, mais bien avant tous ces phénomènes de mode, nous on pratiquait déjà. Et à haute dose, 3 heures par jour pendant 10 ans, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc la boxe a été une nouveauté bien sûr, mais les gens ont bien réagi. Et puis les résultats ont suivi, ce qui fait que je crois que l'entourage a appuyé. Vous n'avez jamais eu peur qu'on vous abîme? Si, bien sûr, mais justement, pour ne pas être abîmé, ou pour moins être abîmé, il faut beaucoup s'entraîner, il faut essayer d'être au-dessus de son adversaire, donc ça motive encore plus. La preuve que la boxe de Virginie, c'est pas de la boxe pour rire, on l'a eu hier soir à Levallois. Le clou de la soirée, l'affiche vedette, mieux que les combats masculins, c'était son championnat du monde contre Sonia Pereira, la portugaise. Et dans les tribunes, autant de spectatrices que de spectateurs. La preuve encore que c'est du sérieux, c'est dans le coin de Virginie que ça se passe, 5e round, ça rigole pas. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi Virginie, hein. Tu te réveilles absolument, hein. Là tu t'endors, là tu fais. Virginie Ducrot s'est réveillée. Au bout des 9 rounds, elle a gardé sa ceinture. Pour la 2e fois, elle est championne du monde de boxe américaine. On lui a crié dessus, on lui a tapé dessus. Et au bout du compte, comme les hommes, elle a aimé ça. C'est un monde à part le ring, c'est un endroit à part, c'est l'arène. On est face à son adversaire et on n'est plus vraiment... On n'est plus vraiment sur Terre, mais avec une bonne poche de glace, on finit bien par atterrir. Virginie Ducrot a bien mérité de penser à autre chose. Promis, pour quelques jours, elle change de sac. Du cinéma pour terminer, mais pas n'importe lequel, le grand cinéma muet auquel un hommage est rendu ce soir et demain à Paris. Cela s'appelle Ciné-Mémoire. Et pour accompagner les chefs-d'œuvre du début du siècle, les musiciens jouent en direct. Ils jouent lorsqu'ils ne sont pas pris d'une irrésistible envie de rire. Éric Perrin et Bernard Puissesseau. La magie du grand écran, de ses lumières sur une musique, interprétée en direct par l'orchestre symphonique de RTL sous la direction de Carl Davis. Les Lumières de la ville, sorti en 1930, début de l'explosion du parlant, est le premier film sonore tourné par Chaplin, car si l'auteur, réalisateur, producteur, comédien se refusait toujours à faire parler son personnage, il travailla la bande sonore avec quelques bruitages et surtout une musique qu'il avait lui-même composée. Quand il composait, il chantait la 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 à quelqu'un d'autre qui transcrivait. Il n'avait aucune formation musicale, ne savait pas écrire la musique, mais il avait un sens formidable de la mélodie. C'est un peu comme certaines pop stars d'aujourd'hui qui doivent demander à quelqu'un d'autre d'écrire ce qu'ils ont dans la tête. Chaplin, musicien, voulait à tout prix éviter de concurrencer Charlot, comique. J'ai essayé, disait-il, de composer pour mes comédies une musique élégante et romantique. Ici, pas de roulement de tambour pour ponctuer les gags, mais une subtilité certaine dans l'art du crescendo visuel et musical. Et cela peut poser des problèmes de relation entre le chef d'orchestre et les musiciens. Ils essayent tous de regarder le film. C'est un autre défi pour moi, garder leur attention. Ils sont fascinés par ce qu'ils jouent et curieux de savoir à quoi ça correspond sur l'écran. Il y a le rire, il y a les sentiments. Comment résister à cette marchande de fleurs, jadis aveugle, qui reconnaît son sauveur au contact de sa main? Comment résister à ce vagabond, au regard si tendre? Le festival Ciné-Mémoire rend le plus beau des hommages à M. Chaplin. Grand écran, grand orchestre, grande émotion, sans fin. Voilà, pour nous c'est la fin. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Et puis surtout, n'oubliez pas votre brosse à dents à 20h50 avec Nagui. Vers 23h, Happy Birthday Woodstock, présenté par Jean-Luc Delarue, les grandes heures de Woodstock. Le dernier journal vous sera présenté aux environs d'1h moins 10 par Philippe Lefebvre.
J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci.